Socrate, Platon, Aristote sont souvent présentés comme le trio fondateur de la philosophie. La philosophie, en réalité, existe pas mal de temps avant eux, mais il est certain que c'est avec Platon et avec Aristote que la philosophie telle que nous la connaissons se met en place. Donc ce soir, 19 janvier 2023, 14e heure, nous allons nous intéresser très rapidement, très brièvement au stoïcisme, ce grand courant philosophique de l'Antiquité. Nous allons surtout utiliser trois noms parce que ce sont les noms qui sont le plus souvent invoqués pour le signifier. En l'occurrence, les trois noms les plus souvent utilisés pour évoquer le stoïcisme: Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Mais il faut savoir que les stoïciens ont été beaucoup plus nombreux que cela, et c'est pourquoi d'ailleurs le stoïcisme a eu une grande importance dans toute la suite de l'histoire de la philosophie, mais énormément d'œuvres ont disparu, à commencer par celle du fondateur qui s'appelait Zénon de Citium, dont je parlerai un petit peu plus tard, et de son œuvre disparue de la République. Eh bien, c'est le moment de faire le point sur les grands systèmes philosophiques de l'Antiquité, parce que nous allons bientôt nous en éloigner, les systèmes ou les écoles ou les doctrines. Je vous ai déjà montré ce tableau issu d'un ouvrage de chez Nathan, qui est très intéressant. Vous avez là les principaux systèmes et les principaux philosophes, mais je voudrais, puisque nous allons quitter l'Antiquité, entrer un tout petit peu plus dans le détail. Vous avez les présocratiques qui se divisent eux-mêmes en plusieurs écoles. Vous avez aussi, pratiquement contemporain du platonisme et de Platon, Diogène et le cynisme. Diogène, célèbre pour avoir s'être promené dans Athènes avec une lanterne allumée, disant je cherche un homme. Le voici entouré de ses chiens. Le terme cynos, kunos en grec est synonyme de chien, et ils ont l'air d'ailleurs très sympathiques, et j'ai peur que Diogène finalement ait fait du tort à leur image de marque. Il y a la sophistique, ce sont les grands ennemis de Platon, Protagoras, Gorgias, Prodicos, Hippias, qui figurent d'ailleurs dans les dialogues de Platon, mais dont on a perdu les œuvres. Et puis il y a le scepticisme, qu'on appelle encore le pyrrhonisme, du nom de Pyrrhon, qui est un contemporain à peu près d'Aristote. Nous reparlerons du scepticisme la semaine prochaine. Ici, vous voyez un tableau du Moyen Âge qui représente Pyrrhon impassible, alors que tout le monde est terrorisé autour de lui.
Bon, ici, je vais faire une petite pause parce que nous avons convenu qu'Olivier Legrand allait nous faire un exposé sur un ouvrage qui l'a particulièrement intéressé. Olivier, tu as la parole. Et nous repartirons ensuite sur le stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Fonctionne. Donc ça, c'était le premier sujet sur le développement personnel. Et après, je me suis intéressé aussi sur le fait que plein de gens, là, en ce moment, veulent partir en retraite, etc., pour s'isoler un peu du monde. Et donc, ça m'a intrigué et je pense avoir une partie de la réponse. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les technologies modernes, notamment pour les jeunes générations et un peu moins jeunes, hein, on reçoit du bruit toute la journée, on est sans cesse sollicité et on ne trouve plus le temps de réfléchir ou de quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le livre, hein, au bout des 350 pages, puisque Nicolas Diaz s'est immergé, je crois que c'était juste avant le Covid, hein, 2019, je crois que c'est juste avant le Covid, si mes souvenirs sont bons, à l'abbaye de Fongombault, j'ai un peu de mal à le prononcer, c'est une abbaye bénédictine comme il en existe plusieurs encore en France, avec malheureusement de moins en moins de moines. Donc, qui dit bénédictine dit soumise à l'ordre de Saint-Benoît. Alors, je ne vais pas forcément parler de Saint-Benoît, hein, mais on pourrait également en parler beaucoup, hein, puisque il a mis en place un ordre spécifique au moment où l'Église commençait un petit peu à péricliter, hein. Il se passait un peu des choses un peu étranges dans les monastères, etc. Quand on se rend chez Dialogue, hein, par exemple, on a tout un rayon philosophie, il y a tout un rayon sur les religions, et dans le rayon de la religion, en plus des 3 monothéismes, on trouve des choses sur le bouddhisme, on trouve beaucoup de choses maintenant sur le taoïsme. Voilà, il y a un engouement commercial, hein. Je mets ça sur l'engouement commercial, les recettes, il y a des recettes de cuisine qui font qu'on va aller mieux en lisant le bouquin ou en procédant. Alors, il y a certaines choses qui doivent fonctionner, mais bon, je pense qu'on n'invente rien, on n'a rien inventé dernièrement sur la question. Enfin, ça, c'est mon opinion, c'est pas celle de Nicolas Diaz. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il me semble que comme ça, par le système informatique, c'est moins facile qu'en groupe de discuter. Hein. Spiritualité ne leur ont pas donné satisfaction. Et pourquoi ont-ils eu besoin d'aller puiser à d'autres sources? C'est pas que ce soit un mal en soi, pourquoi pas, mais pourquoi chercher quelque chose qui ailleurs qui se trouve déjà ici et maintenant. Une petite question. Est-ce que tu connais l'ex-moine Michel Bézeret? Non, pas du tout. Ah bon? Eh ben, je t'en parlerai une autre fois. Parce que il a été célèbre en son temps, il écrit beaucoup d'ailleurs, et il a maintenant, c'est un Breton, hein, il habite d'ailleurs à quelques dizaines de kilomètres de Morlaix, il a maintenant au moins 85 ans, et il s'est converti au taoïsme après avoir été longtemps dans les années une gestion du temps qui est particulière aux abbayes et qui est bien chronométrée. Hein. Donc, on a bien compris que c'était l'appel de Dieu, la vocation des moines, c'était l'appel de Dieu. Donc, lui rendre grâce au travers de l'ensemble de ses offices, avec des moments également je ne vais pas dire de convivialité, on pourrait le dire comme ça, mais des moments de partage avec une sortie quotidienne. Chaque moine a une fonction bien précise, avec ils travaillent, hein, ils produisent des choses, ils vont se balader, etc., etc. Bon, ils sont
ils sont enfermés dans une spiritualité et puis dans un monastère. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Je pense que la vie dont on vient de décrire, bah, effectivement, eux, ça leur permet d'être heureux, comme nous, comme moi, je suis heureux dans ma routine. Hein, il y a cet aspect routine qui me semble assez important et qui peut amener justement à cette question du bonheur. Bah, on a la preuve dans le bouquin et de la vie monacale. Et que, bon, là, un petit peu, il nous explique que le diktat moderne du bonheur, effectivement, à mon avis, c'est bien un diktat de rechercher le bonheur à tout prix. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on le cherche, mais dans la société moderne, hein, je parle. Le bonheur se vend, le bonheur s'achète, etc. Et bah, il conclut, hein, c'est devenu tellement étouffant qu'effectivement, ça peut rendre la vie triste. Et moi, je partage un petit peu sa conclusion. Et tout ça pour dire, bah, philosophons, essayons de comprendre tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont réfléchi avant nous et qui ont des réponses. Alors, pas toutes faites, mais qui ont des recettes philosophiques qui se sont appliquées, hein, des recettes philosophiques qui ne sont pas des concepts, mais bien des mises en pratique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mise en pratique et non pas le concept. Voilà. Et je pense que je vais terminer sur cette conclusion et ça permettra d'ouvrir plein d'autres sujets pour les prochains ateliers. Voilà, j'ai terminé. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire et j'en aurais eu beaucoup plus encore. À vrai dire, mon problème, c'est que je suis bavard et mon problème, c'est plutôt de me taire, arriver à me taire plutôt qu'à parler. Mais je fais un effort et tu vois, j'arrive quand même à contrôler un petit peu mon envie de parler. Euh, je vais te dire quelques petites choses par rapport à tout ce que nous avons entendu de ta part, mais je voudrais d'abord entendre Arlette et Catherine, puisque malheureusement Patricia n'est pas là. Arlette et Catherine, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette approche d'une forme de bonheur liée à une recherche spirituelle tel que nous l'a présenté Olivier il y a quelques instants. Arlette et Catherine, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ah ben, ça peut être tout à fait bien pour les gens qui veulent s'élever un peu, parce que pour ne pas rester dans le quotidien de la vie courante. Là, on a une façon de chercher autre chose. Mais il y a beaucoup de contre-indications et de choses certainement très difficiles à supporter. J'avais lu quelque part que supporter de voir toujours les mêmes personnes quand on est un couvent, voilà, et d'avoir tous les jours, alors que on peut avoir des tics et des choses comme ça, et quand on vit normalement, bon, on voit ça passe, et puis on voit autre chose, et puis on oublie. Mais quand on est dans un couvent et qu'on est constamment amené à revoir les mêmes choses, les mêmes travers, les mêmes façons de s'exprimer de certains gens, de certaines personnes, ça peut être très difficile à supporter. Voilà, donc ça, c'est un inconvénient de cette vie qui est un peu restreinte, de rester tranquille. On dit être stoïque, c'est-à-dire que les autres ne voient pas ce que l'on ressent. C'était ça, il me semblait, moi, le stoïcisme. Mais C'est bien ça pour l'essentiel.
sur YouTube que vous retrouverez. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je vais fermer aussi. Ouais. Voilà. Ah, nous voilà toutes les deux. Il n'y a plus que nous. J'avais des pastilles avec moi pour m'empêcher de tousser parce que c'est embêtant. Je t'entends pas causer. Ah, ça enregistre. Il y a marqué enregistrement. Où il est parti, Jean-Paul? C'est marqué enregistrement. Tu m'entends? Tu m'entends? Bon, on s'en va? L'enregistrement n'est pas terminé. On n'entend pas. Bon. Donc, je m'en vais. Alors. Mais j'arrive pas. Voilà.
Revenons au stoïcisme. On en parle évidemment dans tous les manuels. Moi, j'utilise souvent celui-ci que je vous recommande, l'Atlas de la philosophie, qui parle du stoïcisme en 4 pages, 54, 55, 56 et 57, 2 pages de dessin et 2 pages de texte. Grosso modo, les 2 premières pages nous parlent de la logique stoïcienne, donc de sa théorie de la connaissance, et les 2 pages suivantes nous parlent de son éthique, ou si on préfère de sa métaphysique, où il est question du bonheur ou de l'impossibilité de l'atteindre, et c'est ce qui nous intéresse. Cependant, en page 55, nous avons quelques indications précieuses sur l'histoire du stoïcisme. L'histoire du stoïcisme, c'est sa fondation par Zénon de Citium au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui s'étend jusqu'à ce qu'ils appellent le stoïcisme tardif ou impérial, que nous allons voir avec Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. C'est celui qui est le plus connu. Ce qui est à retenir, c'est que Zénon de Citium, au IVe siècle, est le fondateur du stoïcisme, lequel connaît 3 périodes, le stoïcisme ancien, le stoïcisme moyen et le stoïcisme tardif ou impérial, où l'on rencontre justement ceux dont nous allons parler, c'est-à-dire Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Il faut, concernant Zénon de Citium, d'abord ne pas le confondre avec un Zénon encore plus ancien, Zénon d'Élée, célèbre pour son paradoxe d'Achille et la tortue. Zénon de Citium est l'auteur d'une œuvre écrite, je crois, abondante, dont un ouvrage principal intitulé La République, qui a, malheureusement pour nous, disparu. Mais évidemment, ses successeurs, et jusqu'à la période de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ses successeurs connaissent certainement cet ouvrage. Si on veut en savoir plus sur le stoïcisme, et il y a beaucoup d'autres choses à en dire, eh bien, ce n'est pas notre intention, nous nous contenterons d'une visite un peu superficielle. Si on veut en savoir plus, eh bien, on prend d'autres outils, hein, comme le dictionnaire de philosophie de Christian Godin, dont je parle souvent, qui a un assez long article consacré à la question. Christian Godin distingue aussi le stoïcisme ancien, le stoïcisme moyen et le stoïcisme tardif ou impérial, avec Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est de savoir quel est l'héritage du stoïcisme. Et le stoïcisme entre pour une grande part dans la philosophie du christianisme et qui est remise en cause par la Renaissance. Donc des auteurs tels que Montaigne à la Renaissance, Érasme
et Guillaume Budet, et plus tard au XVIIIe siècle même, Montesquieu, Rousseau sont influencés par par le stoïcisme. Et donc un autre dictionnaire plus pointu, le dictionnaire de philosophie politique, vous explique tout ça en distinguant, non pas comme le dictionnaire précédent, les trois périodes, stoïcisme ancien, stoïcisme moyen et stoïcisme impérial. Eh bien, le dictionnaire de philosophie politique édité par les PUF distingue, et c'est à retenir, mais nous n'aurons pas l'occasion d'en dire plus. Eh bien, on distingue aussi le stoïcisme antique et le stoïcisme moderne. Aux antipodes de la spécialisation, nous avons aussi la possibilité de l'approche ludique de la philosophie. Il y a notamment des bandes dessinées qui sont assez bonnes et que je recommande, non seulement que je recommande, mais que nous utilisons. Par exemple, Philocomics, qui a au moins 2 tomes, voilà, l'un et l'autre. Et notamment, ces 2 tomes sont consacrés à la philosophie du bonheur. Et nous allons utiliser le tome 1 qui parle entre autres de Sénèque. Voilà. Le premier volume de Philocomics nous parle donc du bonheur chez 10 philosophes, dont Sénèque. Cela va de la page 43 à la page 57, ce n'est pas rien. Alors regardons de plus près un petit peu ce que nous pouvons apprendre sur Sénèque et sur le stoïcisme en général par rapport à la question du bonheur. Eh bien, il est déjà question de sa vie, naturellement, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, et on nous parle aussi de l'époque. Le 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, ce n'est pas une période très pacifique, c'est la fin de la République, c'est l'assassinat de César, etc., etc. Et Dieu sait que pour un philosophe, n'importe lequel, ça compte beaucoup l'époque où il vit. Et d'autre part, du côté gauche, on voit qu'on mentionne ses écrits et notamment de la vie heureuse. Et c'est à cet ouvrage que nous allons nous arrêter. Bon, pour en savoir plus sur la vie de Sénèque et sur ses œuvres, bien sûr, n'oubliez pas que Wikipédia est toujours à notre disposition. Dans cette première page, nous trouvons un résumé de la philosophie de Sénèque par rapport au bonheur et de tout le stoïcisme d'une manière générale. C'est évidemment beaucoup trop court, mais c'est néanmoins essentiel. Et si on ne retient que ça, eh bien, on a une idée juste du stoïcisme. Pour affronter la vie et ses dangers, pouvons-nous lire, il faut accepter volontairement et courageusement ce qui ne dépend pas de nous. Pour les philosophes de l'école stoïcienne, ce contrôle sur nos vies est la meilleure voie vers le bonheur.
Les choses se compliquent assez vite parce que Sénèque veut enseigner à transformer les passions qui empêchent le bonheur en vertus qui produisent le bonheur. Ainsi, le plaisir doit être placé au second rang pour laisser la place à la joie. La pitié laissera la place à la compassion, la peur cédera la place à la prudence et le désir à l'aspiration. Alors j'en profite pour signaler que nous n'avons pas suffisamment consacré de temps à la notion de désir qui est pourtant présente dès Platon, mais j'y reviendrai un peu plus tard. J'allais oublier de dire que ce que propose Sénèque comme vie heureuse, c'est une vie en réalité très ascétique. C'est une vie de moine. Alors que il se trouve être un citoyen très riche, extrêmement puissant, et qu'il peut ne rien se refuser. Voilà, donc si on veut en savoir plus, eh bien, on se procure cet ouvrage de la vie heureuse que l'on peut trouver un peu partout et on le lit. Il est tellement riche qu'il devient puissant en politique, il devient très proche du pouvoir impérial en train de se mettre en place. C'est un proche de Caligula jusqu'à ce qu'il tombe en disgrâce. Il est réhabilité et réintroduit à la cour en tant que précepteur de Néron, mais une nouvelle disgrâce l'attend encore et il finira par se suicider sur ordre de Néron. Donc une vie assez dramatique en fin de compte. Marc Aurèle, dont la vie couvre presque tout le IIe siècle, est l'un des rares bons empereurs. Après avoir succédé à des gens comme Caligula ou Néron, c'est pas mal. Et on doit penser que forcément sa philosophie a un rapport avec sa politique, mais nous n'irons pas trop loin dans cette exploration. Disons que quant à sa philosophie elle-même, s'il n'avait pas été l'empereur Marc Aurèle, peut-être que ces textes auraient disparu comme tant d'autres. Ils sont intéressants, mais ils sont d'un classicisme parfait et à ce titre représentent bien le stoïcisme. Il faut faire face aux difficultés de la vie et agir sur son âme pour cultiver la vertu, et c'est à ce prix que l'on trouvera une forme de bonheur. Voilà en quelques mots Marc Aurèle.